Ce soir, nous recevons Guillaume Aulagnier, chercheur qui a passé son DEA ici même, là. Il était assis, vous êtes peut-être assis là où il a passé pas mal d'heures lui-même à suivre ce DEA. Et il travaille maintenant à l'Observatoire de Paris, au LESIA. Il est astronome et sa spécialité, comme vous pouvez le deviner, c'est l'étude des atmosphères, de l'atmosphère et des éruptions solaires, mais d'un point de vue théorique, puisqu'il est théoricien, et effectivement il utilise aussi et donc met en place des simulations numériques. Voilà. Il est associé à deux expériences, évidemment comme tout bon théoricien, on se doit d'être quand même très très proche des expériences, des observations. Il est associé à deux expériences importantes. Le SDO, qui signifie Solar Dynamics Observatory, qui est un observatoire de la NASA, qui a été lancé en 2010, et donc qui a pour but de faire ce genre d'observation. Et aussi, bien que ça ne soit pas encore lancé, Solar Orbiter, qui sera une mission ESA, et qui devrait être lancée autour de 2017, 2018, il y a toujours un petit peu de retard, mais enfin, c'est à peu près ça. Donc, merci d'être venu ici. C'est un plaisir pour moi d'être ici à l'Institut d'astrophysique de Paris pour vous donner cette conférence sur le Soleil et ses effets sur notre environnement terrestre. Comme Daniel l'a dit, j'ai commencé ma carrière d'astrophysicien ici, sur les bancs sur lesquels vous êtes assis, il y a de ça de nombreuses années, on va dire. Et aujourd'hui, je reviens donc en prélude à un colloque que l'Union astronomique internationale, l'UAI, va organiser au mois de juin sur Paris sur la physique des protubérances et des éruptions solaires qui va réunir environ 160 chercheurs qui viennent du monde entier pour discuter des problèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le Soleil, comme vous le voyez sur le film qui tourne sur l'écran, c'est pas du tout un astre calme, c'est un astre sur lequel il se passe plein de choses. On n'en a pas l'habitude tous les jours, et je vous propose de faire un voyage qui va partir de l'intérieur du Soleil et qui va aller jusqu'à la Terre, et qui va nous permettre de suivre l'origine et le devenir de toute l'activité solaire, et notamment les conséquences que ça a sur notre environnement. Alors commençons par ce qui est simple. La lumière du Soleil. Alors le Soleil, quand on le regarde, c'est à ça qu'il ressemble. C'est un disque lumineux, uniforme, il ne se passe rien. Mais si on fait une observation du Soleil avec un télescope, n'importe quel amateur peut le faire, et qu'on change le contraste de l'image qui est enregistrée, on voit qu'il y a des structures à la surface du Soleil, notamment des taches. Là, on est en train de zoomer sur une tache solaire, dont on peut voir qu'elle est plus grande que la Terre. Et ces taches solaires sont animées de mouvements, notamment sur leur bord, qu'on appelle la pénombre, et sont entourées de zones qui semblent un peu clignotées, qui sont toutes petites, on dirait des petits grains de riz. Ces zones, on les appelle des granules, et ce sont la trace de surface de mouvements de convection thermique qu'il y a dans le gaz, un peu comme dans votre chambre lorsque vous allumez le radiateur, il y a de la convection thermique, l'air monte, descend, fait des grands rouleaux, et c'est ça qu'on voit ici, et ces granules ont à peu près la taille de la France, et ont une durée de vie de quelques minutes. Et ça couvre le Soleil partout. Donc le Soleil, déjà, on voit que ce n'est pas du tout aussi net et uniforme que ce qu'on croit, que ce dont on a l'habitude. Maintenant, si on suit l'activité, si on suit ce Soleil pendant des décennies et qu'on compte les tâches, c'est ce qui est représenté sur le graphique du haut. Vous voyez le temps qui défile de gauche à droite et le nombre de tâches qui est indiqué. Quand vous avez des pics, vous avez beaucoup de tâches. Quand vous avez des creux, il n'y a pas beaucoup de tâches. Et on voit que ce nombre de tâches apparaît suivant un cycle qui est à peu près une période de 11 ans. En moyenne, c'est en fait entre 9 et 14 ans. Il y a des cycles plus ou moins courts, des cycles plus ou moins longs. On voit aussi qu'il y a des cycles plus ou moins intenses. Si on regarde le cycle dans lequel nous sommes actuellement, pour regarder la courbe du bas, on est à peu près au maximum d'activité. Et ce cycle est beaucoup moins intense que les 3-4 précédents, qui étaient, eux, marqués par de nombreuses taches solaires. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de taches solaires à la surface de l'étoile. Alors, il n'y a pas que les taches qui ont un cycle sur le Soleil, et de 11 ans, mais il y a aussi la luminosité du Soleil. La luminosité varie avec le cycle tous les 11 ans. On peut voir que cette variation de luminosité totale est d'environ 0,1%, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est quand même notable, ça existe. Et ce qui est aussi très curieux, c'est que plus vous avez de taches, et plus le Soleil est lumineux.
C'est le contraire de ce qu'on croit. Et c'est quelque chose que j'ai appris ici sur les bancs de l'IAP, c'est qu'en astrophysique, c'est bien souvent le contraire de ce qu'on croit. On va y revenir. Alors si la luminosité solaire varie très peu dans le visible, en fait la luminosité dans d'autres domaines du spectre électromagnétique varie beaucoup, notamment dans l'ultraviolet. Ici on a la variation lumineuse en extrême ultraviolet, en bleu. On voit que cette luminosité varie en fait de 100%. Entre le minimum et le maximum solaire, la luminosité en UV double. Alors ça ne représente pas énormément d'énergie, puisque ce n'est qu'environ quelques millionièmes du flux lumineux total du Soleil, mais cette variation est très forte, 100%, et on sait que ça a des incidences sur les hautes couches de l'atmosphère terrestre, qui elles sont sensibles à ces variations de flux lumineux en ultraviolet, mais aussi dans d'autres longueurs d'onde, par exemple les rayons X. Donc autant le Soleil varie peu au cours du cycle pour sa luminosité totale, autant le flux UV, lui, est très très variable. Heureusement, on ne le voit pas, mais si on le voyait, on verrait le Soleil doubler de luminosité. Alors regardons un peu maintenant l'atmosphère solaire, avec de la spectroscopie qui nous permet de voir l'invisible, ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Et on va se concentrer sur l'été dernier, en 2012, 2 jours avant la fête nationale. Voilà à quoi ressemblait le Soleil. Donc on avait notre disque jaune habituel, et puis dans l'hémisphère sud du Soleil, on avait ce qu'on appelle un groupe de taches solaires. Si on se rapproche de ce groupe, on voit, contrairement à la petite animation de tout à l'heure, qu'il n'y a pas qu'une tache, et qu'il y en a donc plusieurs. Il y en a 2 assez grosses, rapprochées l'une de l'autre. Et puis il y a quelques taches satellites tout autour. Ici, on voit donc la surface solaire qui est à peu près à 5800 degrés. C'est un peu difficile à mesurer précisément cette température, et selon la façon dont on la mesure, on trouve entre 5800 et 6000 degrés. Alors maintenant, si on regarde avec de la spectroscopie, qu'on va chercher dans l'ultraviolet et qu'on va chercher au-delà de la lumière visible, eh bien on voit qu'autour de nos taches, on a des régions très brillantes, qui s'appellent des facules, qu'on appelait autrefois aussi des plages. Et ces régions sont tout le temps présentes lorsqu'il y a des taches. Et elles couvrent une surface beaucoup plus grande que les taches. Et en fait, ce sont elles, ces facules, qui expliquent la surluminosité du Soleil en période de maximum d'activité. Donc quand on a une tache qui apparaît, qui est sombre, 20% plus sombre que son environnement, l'environnement, lui, par contre, devient plus brillant que la surface solaire habituelle, et on a donc un accroissement de 0,1% de la luminosité solaire totale. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si on monte en altitude, on voit que la surface solaire n'est pas vraiment une surface, ce qui est normal. L'étoile est une sphère de gaz, ce n'est pas un objet solide comme une planète, et donc il n'y a pas vraiment une surface dure à laquelle l'étoile s'arrête, ça continue. Et ce qui est tout autour, on appelle ça la couronne solaire. Et là, vous avez l'image de la couronne solaire, c'est une image en fausse couleur qui représente 3 températures différentes autour de 2 millions de degrés, qui vous montre la structure du gaz de la couronne au-dessus des taches. Alors en fait, on ne peut même plus vraiment parler de gaz à ce moment-là. La température est tellement grande que les électrons des atomes ont été quasiment tous arrachés, et on a ce qu'on appelle un plasma, qui est donc un gaz qui conduit l'électricité, et qui va nous indiquer rapidement qu'il va y avoir énormément de phénomènes électriques dans cette couronne solaire. Ce qu'on voit là, on pense que ce sont des arches qui tracent la présence du champ magnétique solaire. Alors c'est un bien gros mot, on va y aller tout doucement. Les champs magnétiques, on peut les mesurer à la surface solaire. Alors les champs magnétiques, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qu'on connaît dans la vie de tous les jours. L'objet le plus simple, magnétisé, que vous pouvez connaître, c'est l'aimant que vous placez sur la porte de votre frigo. Eh bien, c'est un champ magnétique qui permet à l'aimant de se coller à l'objet métallique. Des champs magnétiques, il n'y en a pas que dans les aimants, il y en a aussi dans certaines roches, c'est les aimants naturels, mais il y en a aussi dans certains gaz, dans certains plasmas, qui sont donc conducteurs d'électricité. C'est le cas de quasiment toutes les étoiles, notamment le Soleil. Et ce qu'on mesure ici, cette image grise, en fait, représente les composantes du champ magnétique qui sortent du plan du tableau et qui vont vers vous. Ce qui est blanc, ce sont des pôles nord. Ce qui est noir, ce sont des pôles sud. Vous imaginez, vous avez l'habitude d'un aimant, par exemple en fer à cheval, que vous tenez dans la main. Il y a un pôle nord d'un côté du fer à cheval, et un pôle sud de l'autre côté. Vous imaginez, vous peignez le pôle nord en blanc, vous peignez le pôle sud en noir. C'est ce qu'on voit ici. Alors évidemment, il n'y a pas d'aimant à la surface du Soleil qui se promène. En fait, ce champ magnétique remplit toute l'étoile. On reviendra tout à l'heure dessus. Mais on voit que ces champs magnétiques intenses, en fait, sont à la base des arches que l'on a pu voir tout à l'heure à 2 millions de degrés lorsqu'on regarde la couronne solaire. Ces champs magnétiques, ils sont présents dans les taches, mais pas seulement.
Si vous regardez cette image, vous voyez les taches solaires, elles ne recouvrent qu'une petite fraction de l'image en surface, mais les champs magnétiques intenses, là où c'est vraiment blanc et vraiment noir, eux, sont beaucoup plus étendus. On passe de l'une à l'autre. Les champs magnétiques ne sont pas présents que dans les taches, et l'activité solaire n'est pas présente que dans les taches. Elle est présente partout. Et c'est ce qu'on peut voir si on fait une cartographie du champ magnétique sur toute la surface du Soleil. On voit qu'il est évidemment le plus marqué au niveau des taches, mais pas seulement. Et que lorsqu'on fait des modèles théoriques, on peut montrer que ce champ magnétique se déploie dans toute la couronne. Ici, ce qui est représenté, les petites lignes blanches, c'est le résultat de calculs qui utilisent les observations, les mesures de champ magnétique de surface comme données d'entrée dans les calculs et qui permettent de reconstruire la forme du champ magnétique dans la couronne, un peu de la même façon qu'on peut visualiser le champ magnétique autour d'un aimant. Si vous saupoudrez de la limaille de fer dessus, vous pouvez trouver ça dans les livres scolaires. La limaille de fer va former des arches et va donner ces formes en boucle. Pour ceux d'entre vous qui ont vu aussi le film de science-fiction Avatar, c'est la même chose qui est faite dans ce film, où cette fois c'est des roches qui ont des formes d'arches, qui seraient dues à des champs magnétiques qui permettent de faire léviter les roches. On va se rendre compte qu'il se passe la même chose sur le Soleil et que les concepteurs de ce film en fait, se sont inspirés de ce qu'on a compris en physique solaire pour créer leur scénario. Alors les champs magnétiques se déploient dans la couronne. Ici, ça reste théorique. Vous avez des belles lignes dessinées à la main, j'aurais pu les faire à la main. Mais en fait, on les voit. On les voit dans la couronne. Et quand on passe la couronne, cette image multitempérature, vous pouvez passer et voir que les boucles qui sont calculées dans le modèle, qui représentent les petites lignes blanches ici, on les retrouve plus ou moins, pas exactement les mêmes, pas exactement au même endroit, mais plus ou moins dans l'observation de la couronne solaire. La raison pour laquelle elles ne sont pas exactement les mêmes, c'est parce que le calcul théorique est fait avec certaines hypothèses qui s'avèrent être justes par endroits et fausses par d'autres. Ce qui est toujours le cas lorsqu'on fait des modèles théoriques. Alors ces champs magnétiques ils se déploient dans toute la couronne, mais pas seulement la couronne proche du Soleil comme on le voit sur cette image, mais même très loin. En fait, on les voit lors des éclipses. Ici, c'est une image qui a été faite ici dans la maison à l'IAP, l'image grise, avec des chercheurs de l'IAP. Et on voit que le champ magnétique structure toute la couronne solaire jusqu'à des très grandes distances. Et quand on revient au Soleil lui-même, on voit que ce champ magnétique aussi alimente en énergie les phénomènes qui s'appellent les éruptions solaires, dont on va beaucoup parler ce soir. Les éruptions solaires qui produisent des fortes variations de luminosité. Comme on peut le voir ici sur l'animation, c'est une image en extrême ultraviolet à 131 angstroms qui est pris par la sonde donc, SDO américaine. Et lorsque l'éruption se déclenche, on voit des brillances apparaître et saturer les détecteurs numériques jusqu'à faire que les détecteurs bavent et donner des formes un peu étranges qui ne sont pas du vrai signal astrophysique mais qui sont un problème du détecteur. Alors ce champ magnétique se manifeste de plein de manières, pas seulement avec les éruptions. Il se manifeste aussi dans ces objets qui ressemblent à des nuages solaires. Ici c'est une image d'amateur d'ailleurs, ce n'est pas une image professionnelle, par contre celle qui vient d'apparaître est un film professionnel. Et en fait, ces nuages ne sont pas vraiment des nuages, c'est ce qu'on appelle des protubérances solaires, qui sont des objets très massifs, contrairement aux nuages terrestres, qui, s'ils n'étaient pas soutenus en lévitation par ces fameux champs magnétiques, s'effondreraient en quelques heures à la surface du Soleil. Donc ces champs magnétiques, qui sont présents partout dans l'atmosphère solaire, sont responsables de l'existence même de ces objets agités que l'on voit au-dessus de la surface, qui s'appellent des protubérances solaires. Alors l'origine de toute cette activité qui vient de ce magnétisme, elle est profonde. Cette activité n'est pas générée en surface, ça vient de très profond. Et ça vient même d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps, quand le Soleil s'est formé, c'était un nuage de gaz interstellaire qui s'est effondré sous son propre poids et qui a entraîné dans son effondrement le champ magnétique très faible, mais non nul, du disque galactique. Et ce faisant, il a formé un champ dipolaire, c'est un gros mot pour dire comme un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud, global à l'échelle de toute l'étoile. Et de ce champ dipolaire est apparu un autre champ magnétique qui s'est après amplifié et recyclé par effet dynamo. Reprenons. Voici le champ magnétique dipolaire global. Vous avez donc une ligne de force qui émerge de l'hémisphère nord du Soleil et qui replonge dans l'hémisphère sud. Si on va chercher ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on peut mesurer maintenant par héliosismologie, on a notamment des collègues à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay qui font ça très bien,
eh bien, on peut voir que l'écoulement du gaz solaire est différentiel, c'est-à-dire que le Soleil tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle, et que cet écoulement différentiel, qu'on appelle aussi rotation différentielle, va faire briller, enrouler les lignes de force magnétique à l'intérieur de l'étoile. Et là, j'ai représenté juste un tour, mais ça va faire plusieurs tours comme ça. Et donc, on va passer d'un champ magnétique où au départ, ces lignes de force seront orientées nord-sud, à un champ magnétique qui, à la fin, sera orienté est-ouest. Ce qui est représenté ici, c'est nord-sud pour la ligne blanche, et c'est est-ouest pour la ligne grise qui s'est enroulée. Vous imaginez le Soleil comme une gigantesque tasse de thé que vous faites tourner et vous faites apparaître des structures allongées spirales. C'est ce qui arrive aux poches de gaz magnétisées à l'intérieur du Soleil. Alors ces poches, s'il ne se passait rien d'autre, resteraient piégées sous la surface et il ne se passerait rien pour l'étoile. Alors ce n'est pas ce qui se passe. En fait, ici c'est une vue d'artiste de ce qui se passe. Si on plonge à l'intérieur de l'étoile et si on pouvait voir, on verrait qu'il y a des hernies de gaz qui se décrochent et qui vont percer la surface. Et ce faisant, ces hernies forment des taches solaires à l'intersection de ces arches avec la surface solaire. Et donc si on en revient à notre image du champ magnétique qui a touillé, vous imaginez qu'il y a une petite poche qui a fait une hernie qui s'est mise à gonfler. Et cette poche a fini par percer la surface et former donc un système d'arches qui s'est déployé dans l'atmosphère solaire, qui a pris la température de 2 millions de degrés et dont la section a fait des taches. Et la raison pour laquelle on a des taches, c'est que les forces magnétiques empêchent les mouvements de granulation, qu'on a vu tout à l'heure, les mouvements de convection thermique. Donc si elles empêchent les mouvements de convection thermique, elles bloquent le transport de la chaleur. Donc la tache est moins lumineuse parce qu'un peu moins chaude. Et donc les taches ne sont pas à 6000 degrés comme le reste de l'étoile, en sa surface, mais sont à peu près de 4500 degrés. C'est quelque chose qu'on peut mesurer avec la spectroscopie. Bien, voici d'où viennent les champs magnétiques, mais une fois qu'on sait d'où ils viennent, il faut voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils se manifestent. Et il va leur arriver plein de choses. Alors on va d'abord regarder ce qui se passe à très grande échelle. La couronne solaire à très grande échelle, comme on peut la voir dans les éclipses, ou avec des coronographes embarqués, montre une structure très dynamique qui s'appelle le vent solaire. Alors laissez-moi vous expliquer ce que vous voyez ici. Alors vous voyez un film qui est pris avec la sonde SOHO, qui a été lancé en 1995, et le cercle blanc que je vous montre ici, le petit cercle blanc, en fait c'est la position et la taille du Soleil, qui a été représenté juste pour qu'on ait une référence, pour qu'on le voit. Et le grand disque bleu foncé, là, qui est ici, c'est un masque, c'est une éclipse artificielle. On appelle ça un coronographe, qui masque le Soleil, qui fait que l'instrument n'est pas ébloui par la lumière solaire, et permet ainsi de voir les émissions lumineuses très faibles qu'il y a tout autour. Cette structure, là, ici, qui clignote, là, vous la voyez, n'est pas non plus un signal astrophysique, en fait, c'est le bras métallique qui tient le coronographe. Il faut que vous imaginiez quand même la taille de ce champ de vue. C'est gigantesque, vous avez l'habitude du Soleil dans le ciel, vous savez la taille que ça fait à peu près quand vous le regardez. Là, vous imaginez maintenant le Soleil, c'est juste le petit rond blanc, et vous avez donc ce télescope qui image le ciel à grande échelle. C'est un instrument qui s'appelle LASCO, et LA veut dire Large Angle, ce qui veut dire donc grand angle en anglais. Donc on voit vraiment une portion du ciel qui est gigantesque. Alors on voit les étoiles défiler derrière. La raison pour laquelle on voit les étoiles défiler, c'est parce que la Terre tourne autour du Soleil. Donc si vous êtes sans arrêt en train de regarder vers le Soleil, et bien vous voyez les étoiles dans le fond qui se déplacent, de la même manière que quand vous êtes dans une voiture, vous voyez les arbres au fond qui se déplacent. Pareil. Vous voyez aussi un petit ovni qui se promène, qui n'en est pas un, c'est une planète. Et la raison pour laquelle ça a une forme d'ovni, c'est parce que la caméra numérique est saturée par l'émission de la planète. Elle n'est pas faite pour regarder les planètes, cette caméra. Soit dit en passant, la NASA a reçu des messages de conspirationnistes qui disaient « Voyez, le gouvernement nous ment, on sait très bien qu'il y a des ovnis, on les voit tous les jours dans les données solaires. » Bon, ce qui nous intéresse, c'est rien de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est les jets de matière là, qui partent, qui sont lumineux, qui ne sont pas des rayons lumineux, c'est vraiment des jets de matière qui partent de la couronne solaire et qui, selon les endroits, sont plus ou moins rapides. On parle d'un vent qui est bimodal, donc entre 1 et 3 millions de km/h. En fait, il n'y a pas de vent entre les deux, c'est soit 1 million de km/h, soit 3 millions de km/h. On parle de vent lent et de vent rapide. Et on voit que ce vent est turbulent, il est intermittent, on voit que ce n'est pas tout à fait régulier, on voit que ça n'arrête pas de bouger. Si on regarde ce qui se passe plus loin
que le Soleil avec d'autres types de caméras et qu'on suit l'évolution des comètes, on voit à quel point ce vent solaire est turbulent lorsqu'on regarde la queue des comètes. La queue des comètes est très fortement perturbée par le vent solaire. Si vous regardez l'animation de gauche, vous voyez la queue qui semble gigoter dans tous les sens, comme la traînée d'un navire qui serait affecté par des vagues. Et puis si vous regardez à droite, vous avez même, en fait c'est une éruption solaire, on y reviendra, qui crée une forte perturbation dans le vent solaire et qui décroche temporairement la queue de la comète. Donc au niveau de la Terre, ce vent solaire a une densité extrêmement faible, hein, c'est de quelques particules par centimètre cube, c'est rien du tout par rapport à l'air qui nous entoure, mais c'est très intermittent et il se passe quand même beaucoup de choses. L'espace n'est pas vide, contrairement à ce qu'on croit. Alors si on revient maintenant au niveau du Soleil lui-même et sa couronne, eh bien c'est là qu'on voit que la couronne solaire est très active. En fait, il y a des éruptions à la surface du Soleil qui n'ont rien à voir avec des éruptions volcaniques, on va voir ce que c'est. Et ces éruptions, en période de maximum d'activité solaire, il y en a en moyenne 5 par jour sur la surface qui est visible du Soleil par rapport à nous. Donc si on multiplie par 2, ça fait qu'il y a environ 10 éruptions solaires par jour en maximum d'activité. Et un minimum d'activité, c'est à peu près une tous les 2 jours, une tous les 3 jours. Alors elles ont des énergies phénoménales, c'est les événements les plus violents de tout le système solaire. Je vous épargne de compter les zéros sur les énergies en joules. Ça peut aller donc à plusieurs fois 10 puissance 25 joules, c'est-à-dire plusieurs dizaines de yotajoules. Et si on veut comparer ça à des choses connues, c'est donc 1 million de fois l'énergie électrique consommée dans le monde pour chaque éruption. Et puis c'est 1000 milliards de fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima. On n'est pas prêt d'utiliser cette énergie-là sur Terre. Mais ça nous donne des ordres de grandeur. C'est plus violent que les éruptions volcaniques, c'est plus violent que les crashs d'astéroïdes, c'est les événements les plus violents du système solaire. Malgré ça, c'est vraiment tout petit hein, par rapport à l'énergie totale contenue dans le Soleil, puisque ce n'est que 0,0001% de l'énergie lumineuse émise par le Soleil chaque jour. Donc on a affaire à des choses violentes qui sont spectaculaires, on va en voir plusieurs, qui ont des énergies qu'on peut quantifier, qui sont très fortes, mais qui restent toutes petites par rapport à l'énergie de l'étoile, à son énergie interne. Et ça fait que l'étoile elle-même n'est donc pas affectée par les éruptions solaires. Par contre, elle nous affecte, nous. Alors, on classe ces éruptions en fonction de leur émission lumineuse, et notamment de leur émission en rayons X. Et les éruptions, on ne voit pas seulement de la lumière visible ou de la lumière UV, mais aussi des rayons X, hein, les mêmes qui servent à photographier votre bras si vous êtes fait une fracture, pour aller voir les os derrière. Et c'est une échelle ouverte pour la classification des éruptions, un peu comme l'échelle de Richter pour les séismes. C'est une échelle logarithmique, donc chaque classe d'éruption elle est 10 fois plus énergétique que la précédente. Et donc si on regarde par exemple pour l'éruption du 1er août 2010, le pic en rayons X, c'est la courbe rouge qui nous intéresse, correspond à la classe C, et notamment à la classe C3. Et si on regarde la période de fin octobre 2003, qui correspond à une période extrêmement active en termes d'éruption solaire, eh bien on a une éruption donc qui est dans la classe M, et une éruption qui sort de la classe X, mais comme je vous ai dit, c'est une échelle ouverte, donc on a une classe X17, qui est une éruption particulièrement violente. Donc on a des émissions lumineuses. On se pose la question, quand on est astrophysicien, d'où viennent ces éruptions? On cherche à comprendre, c'est notre métier. Et donc on cherche à fabriquer des théories à partir des observations et des structures qu'on peut voir. Et pour ça, il faut qu'on revienne à des livres de physique fondamentale et qu'on essaie de recoller les bouts entre la physique et les observations. Alors cette origine, on arrive à la déduire en regardant le Soleil. Si vous regardez cette animation ici, vous voyez une tache qui est en train de tourner. Et superposée à la tache, il y a des boucles de la couronne qui sont vues en ultraviolet. C'était par une sonde de Trace qui est maintenant éteinte, qui a été remplacée par la sonde SDO. Alors on voit dans cette animation que la tache tourne sur elle-même. Alors vous voyez que le film est très accéléré, hein, si vous regardez en haut à gauche, vous voyez les heures qui défilent. Si vous regardez le Soleil en temps réel avec un télescope, vous ne verrez jamais ça. Il faut que vous regardiez longtemps. Et quand des taches tournent comme ça, eh bien, les boucles coronales qui sont au-dessus, qu'on peut voir qu'en UV ou lors des éclipses, s'enroulent progressivement. Et lorsqu'on va regarder les livres de physique d'électromagnétisme, et on trouve ça au lycée, eh bien, on sait que si on a un champ magnétique qui tourne sur lui-même comme ça, il y a un courant au milieu. Alors ce qu'on apprend au lycée, c'est que si vous avez un fil électrique avec un courant,
ça produit un champ magnétique autour. Causal, si vous avez un courant, ça cause un champ magnétique. Ce qui se passe dans la couronne solaire, c'est le contraire. Et donc quand on arrive en astrophysique solaire, on doit désapprendre tout ce qu'on a appris. C'est les vrilles du champ magnétique qui vont induire le courant, et non pas le contraire. Et ce courant électrique va être très important parce qu'il contient de l'énergie, et on peut faire plein de choses avec un courant électrique. Alors, avec un courant électrique notamment, on peut créer un processus de physique fondamentale qui s'appelle la reconnexion magnétique, dans lequel les lignes de force peuvent entrer en contact, et lorsqu'il y a un courant électrique, ça induit un champ électrique qui permet de changer le champ magnétique lui-même, et donc de briser ces lignes de force pour former des nouvelles boucles. Alors c'est ce qui est représenté de manière schématique sur l'animation de droite, mais c'est ce qu'on voit à la surface du Soleil lorsqu'on image la couronne en ultraviolet. Bon, ici on regarde une éruption et vous voyez des nouvelles boucles qui apparaissent, brillantes, et puis après qui diminuent progressivement en intensité, à un endroit où elles n'étaient pas là avant. C'est ici. Donc ici on avait affaire à une éruption solaire qui, celle-là, a eu lieu un 14 juillet d'ailleurs, c'était un jour de fête nationale, et j'ai étudié ça pendant que j'étais en contrat aux États-Unis, et donc on avait appelé cette éruption l'éruption de la Bastille. Alors ces boucles dites post-éruptives qui se forment par reconnexion magnétique sont accompagnées de beaucoup d'autres phénomènes. L'autre phénomène, c'est les rubans d'éruption. Et en fait, c'est ça qui est le plus brillant dans les éruptions solaires, et c'est ça que vous voyez quasiment briller tout le temps quand vous regardez une animation, un film qui est pris par un instrument. Ces rubans d'éruption sont des choses qui sont à la surface du Soleil, qui sont très allongées, et en fait, elles sont dues à l'impact de particules énergétiques qui sont accélérées dans la zone en haut, dans la couronne solaire, là où il y a la reconnexion magnétique, les lignes de force se rencontrent et se brisent, et au moment où elles se brisent, il y a un champ électrique qui apparaît, et ce champ électrique peut accélérer des particules. Alors, encore, c'est des gros mots, mais finalement, on voit ça, pas tous les jours, mais plusieurs fois par an. C'est ce qui se passe lors d'un éclair. Lors d'un éclair, vous avez des différences de charge entre le nuage et le sol, ça crée un champ électrique, ça crée un arc, et donc il y a des particules qui sont accélérées. Il se passe un peu la même chose dans la couronne solaire, sauf que les champs électriques ne sont pas dus par des différences de charge, mais par d'autres processus. Peu importe, ces champs électriques accélèrent des particules. Ces particules qui sont des protons et des électrons viennent frapper la surface solaire et viennent donc chauffer la surface qui passe de quelques milliers de degrés à 20-40 000 degrés. Et c'est ça qui la rend extrêmement lumineuse tout d'un coup et qui forme ces rubans d'éruption qui sont très émissifs. Alors certaines de ces particules tombent sur le Soleil pour faire des rubans, mais il y en a aussi qui partent dans l'espace interplanétaire. On y reviendra tout à l'heure, parce que ces particules nous créent des problèmes, à nous, dans l'environnement terrestre. Certaines éruptions solaires, pas toutes, mais certaines sont accompagnées de ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, qui sont donc des gerbes de matière qui font plusieurs milliards de tonnes de matière et qui sont éjectées à plusieurs millions de km/h en moyenne, et qui sont elles-mêmes accélérées par la force de la place. C'est donc pas une force gravitationnelle, comme c'est souvent le cas en astrophysique, c'est pas non plus une force de pression thermique, comme une véritable explosion. Dans une explosion, si vous chauffez brutalement, ça explose, c'est la pression qui fait que ça explose. Ici, c'est pas du tout ça, c'est des processus purement électriques et magnétiques. Et pour ceux d'entre vous qui ont fait, on va dire, terminal S, eh bien, vous avez peut-être autrefois, vous vous rappellerez peut-être de contrôles de physique que vous avez fait avec vos 3 doigts comme ça, essayer de trouver dans tous les sens les directions des forces en fonction de l'intensité du courant et du champ magnétique. C'est ce qui est représenté là-haut. Et donc, lorsque vous avez un champ magnétique et dans un certain sens un courant dans un autre, vous pouvez avoir une force qui va vers le haut, et c'est ça qui vous accélère les éjections de masse coronale du Soleil. Rien à voir donc avec des éruptions volcaniques. Alors ici, je vous ai pris pour illustration d'une éruption solaire, l'éruption du 23 janvier de l'année 2012, qui était une éruption de classe M9. Et c'était une éruption notable parce qu'elle a envoyé un flux de particules, pas seulement qui ont précipité à la surface du Soleil pour faire des rubans, mais aussi énormément de particules qui sont parties dans l'espace interplanétaire et qui sont arrivées au voisinage terrestre. Et si vous regardez le film de droite, donc le film bleu, qui est donc de la sonde SO, qui est un petit peu devant la Terre en regardant le Soleil, elle s'est pris de plein fouet ce flux de particules qui a frappé sur le détecteur et qui a fait un peu quelque chose qui ressemble à de la neige.
Et c'est la même neige qu'on peut voir sur les films des opérateurs qui sont allés nettoyer, par exemple, en Ukraine après l'accident de Tchernobyl. Lorsqu'on regarde les films, on voit de la neige qui apparaît sur les films. C'est exactement la même chose ici. C'est des électrons et des protons énergétiques qui viennent frapper le détecteur. Ce sont donc des radiations. Ce qui vous montre que l'espace est un milieu hostile. Ce n'est pas vide comme on croit. Mais la pire c'était celle-là quand même. Celle-là, c'était donc fin 2003. C'est l'éruption de classe X17, dont je vous ai montré la courbe de lumière en rayons X tout à l'heure. Et vous pouvez voir le flash au niveau du Soleil lui-même. Et il y a eu tellement de particules que même au niveau de l'image du Soleil lui-même, on a vu de la neige apparaître. Et puis évidemment, le détecteur de LASCO, du coronagraphe, a été complètement saturé. On a même cru qu'on allait perdre nos instruments à ce moment-là. Puis fort heureusement, ils s'en sont remis. C'est donc l'un des 5 événements les plus énergétiques observés à ce jour avec des moyens d'observation modernes. Alors, les recherches qu'on fait sur le Soleil, et notamment à l'Observatoire de Paris, visent à comprendre tous ces processus et à essayer de voir si on peut les prédire un jour. Évidemment, on n'en est pas là. Alors, parmi les recherches qu'on fait, il n'y a pas seulement les instruments spatiaux, comme SDO ou comme SOHO qui observent le Soleil, mais on a aussi la surveillance journalière du Soleil. C'est fait par des réseaux de télescopes qui sont partout dans le monde. L'Observatoire de Paris n'est qu'un des maillons de ce réseau international qui vise à surveiller le Soleil pendant des décennies et des décennies. Et en fait, plusieurs observatoires de ce réseau, donc celui de Paris, ont des données qui couvrent plus d'un siècle d'observation. Ce qui permet donc de suivre l'évolution du Soleil et de ses cycles sur de très longues données sur de très longues périodes temporelles avec des données homogènes. Et notamment, on peut identifier, ce qui va nous être très utile un peu après, on peut identifier le plus grand groupe de taches solaires qu'on puisse trouver dans les archives de tous les observatoires du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu des plus gros avant. On a quand même des arguments théoriques qui nous disent qu'on peut difficilement faire plus gros. Mais ici, donc, on a en 1947 le plus gros groupe de taches que le Soleil ait jamais produit. Avec, si vous regardez l'image en rouge, qui est à droite, avec son réseau de protubérances solaires, qu'on appelle des filaments lorsqu'ils sont vus en projection sur le disque, et qui sont ces sortes de petits serpentins noirs, en fait, qui sont ces nuages que je vous ai montrés tout à l'heure. Et vous voyez qu'il y en a partout tout autour de ce groupe de taches, des gros, des petits, qui nous indiquent que la structure du champ magnétique dans ce groupe de taches était certainement très compliquée. Et malheureusement, à l'époque, on ne mesurait pas les champs magnétiques de manière aussi régulière qu'on le fait aujourd'hui. Mais ces données existent. Alors, ces données, on cherche à les mettre en relation avec des simulations numériques d'éruption qu'on fait pour essayer de comprendre la physique sous-jacente. Et le but de ces simulations n'est pas de reproduire les observations, mais est toujours d'essayer de comprendre la physique qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, on est très loin de pouvoir comprendre suffisamment de choses pour pouvoir prédire les éruptions. Néanmoins, on a fait quand même quelques progrès dans le monde. Il y a un certain nombre d'équipes dans le monde qui travaillent sur ces sujets-là, mais pas beaucoup, pas tant que ça finalement, et qui nous permettent de commencer à faire des modèles, qui ne sont que des modèles, et qu'on cherche à confronter aux observations. Et ici, c'est un modèle d'éruption avec reconnexion magnétique et éjection de masse coronale qui part vers le haut. Alors, la physique solaire est une des rares disciplines de l'astronomie qui a une branche appliquée. En général, en astronomie, on est quand même uniquement dans le cadre de la recherche fondamentale, mais il y a quelques branches qui ont des applications. On peut en citer 3. Donc, il y a la physique solaire, on va y venir. Il y a aussi la physique fondamentale avec la relativité qui sert à faire les GPS par exemple, ou l'horloge. Vous ne le savez peut-être pas, mais le temps vous est donné par des horloges atomiques qui sont à 100 mètres d'ici, à l'Observatoire de Paris. C'est l'astrophysique qui a permis de faire ça, qui vous donne l'heure exacte, avec une précision de, je ne sais plus, 1/10 de nanoseconde, je crois, peut-être mieux maintenant. Et puis on a aussi la surveillance des astéroïdes et donc l'orbitographie, parce que quand les astéroïdes nous tombent sur la tête, c'est quand même bien de les avoir observés avant, au moins pour savoir où ils vont tomber. Donc il y a aussi des applications qui sont faites là. Alors la physique solaire a aussi son application qui est donc la météorologie de l'espace, qui vise à un jour, peut-être, pouvoir faire des bulletins de météo de l'environnement spatial de la Terre, comme aujourd'hui on en fait pour l'environnement terrestre. Pourquoi ?
Eh bien parce que les éruptions solaires ont des impacts sur notre environnement terrestre. Nous, on ne le voit pas. Heureusement pour nous d'ailleurs, on est protégé des rayons UV et des rayons X des éruptions solaires par l'atmosphère solaire, c'est parfait. On est aussi globalement protégé des flux d'électrons et de protons qui sont dans l'espace, qui faisaient la neige tout à l'heure. Ça ne nous tombe pas sur la tête parce que là aussi l'atmosphère nous protège, mais aussi le bouclier magnétique de la Terre nous protège. Le bouclier magnétique qu'on appelle la magnétosphère, et c'est ça qui fait marcher votre boussole d'ailleurs, qui vous indique le nord et le sud. Ça vous protège des particules solaires. Mais enfin bon, dès que vous montez un peu en altitude, ça commence à être moins fréquentable. Alors regardons ce qui se passe quand une éjection de masse coronale se dirige vers la Terre. Ici, on a une observation de la sonde stéréo A. Il y en a deux, il y a stéréo A et stéréo B, qui regarde le Soleil. Donc on voit le Soleil en ultraviolet, qui est l'image rouge, et on voit l'éjection d'une éjection de masse coronale, donc CME, l'acronyme, qui part vers la gauche. Alors vous allez me dire, si on est sur la Terre et que stéréo est en orbite autour de la Terre, si ça part vers la gauche, ça ne va pas vers nous. Oui, mais on a quand même mis beaucoup d'argent dans stéréo pour envoyer des sondes qui ne sont pas en orbite autour du Soleil, autour de la Terre, mais justement autour du Soleil. Et la sonde stéréo A, elle est en amont de la Terre. Donc si vous avez ici le Soleil en jaune, vu de dessus, la Terre ici en bleu, la sonde stéréo A, c'est le point rouge qui est là. Et donc les télescopes qui observent le Soleil observent par ici. Donc si vous regardez le Soleil depuis la sonde stéréo A, ce qui part vers la gauche est susceptible d'aller vers la Terre. C'est ce qui s'est passé pour cette éruption qui était donc, comme on le voit sur l'image, le 1er août 2010. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors c'est un film composite. Tout ce qui est situé sur la gauche, c'est observé par stéréo A, donc le petit point rouge là-haut. Tout ce qui est observé à la droite, c'est stéréo B, qui est le petit point bleu. Donc depuis le point rouge, depuis stéréo A, tout ce qui va vers la gauche va vers la Terre, et puis de l'autre côté, tout ce qui va vers la droite va vers la Terre. Et le petit point rouge au milieu, que vous avez du mal à distinguer, entouré d'un vague halo vert, c'est le Soleil. Le point rouge, c'est le Soleil lui-même. Le halo vert, c'est la couronne, la même que celle qu'on peut voir lors des éclipses. On ne voit pas beaucoup plus loin lors des éclipses. Et puis après, vous avez des imageurs héliosphériques qui regardent ce qui se passe entre le Soleil et la Terre. Et la Terre, on la voit dans le champ de vue. Alors si on regarde dans le champ de vue de stéréo A, l'image bleue, hop, la Terre, elle est ici. Alors pour vous en convaincre, vous pouvez regarder l'image qui montre les positions respectives du Soleil et des stéréos en haut à droite. Et si vous êtes assis sur stéréo A et que vous regardez vers le Soleil, la première chose que vous voyez sur votre gauche, c'est Mercure, qui est le premier point blanc, puis après c'est Vénus, et puis après c'est la Terre. Alors c'est exactement ce qu'on voit là. Si vous êtes sur le Soleil et que vous regardez vers la gauche, vous voyez un premier point blanc, ici, qui est Mercure. Ici vous avez Vénus, et ici vous avez la Terre. Et la raison pour laquelle vous avez des grands arcs, c'est que là encore, on a affaire à des télescopes qui cherchent à regarder des variations lumineuses extrêmement faibles, et donc qui ne sont pas conçus pour observer les planètes. Donc dès que vous avez une planète dans le champ de vue, paf, ça crache, et comme c'est des détecteurs numériques, des CCD, les mêmes que sur vos appareils photo numériques maintenant, quand ça bave le long de lignes. Et donc vous avez des grands arcs comme ça. Alors c'est un arc parce qu'en fait ici on a reprojeté les images sur des plans différents, donc c'est pour ça que vous avez des arcs et non pas des lignes. Mais dans les données originales, ce sont des lignes. Donc vous avez les planètes, et ce que vous voyez, c'est l'éjection de masse coronale qui vient de partir, qui vient de rentrer dans le champ bleu, et qui arrive au voisinage de la Terre. Alors on a des mesures locales de satellites qui sont en orbite autour de la Terre, et puis d'autres plus loin, par exemple SOHO, qui est situé à 1 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil, qui a mesuré localement les variations du champ magnétique, du flux de particules, et qui a bien vu que cette éjection de masse coronale est bien arrivée vers la Terre. Alors ça arrive finalement assez fréquemment qu'une éjection de masse coronale arrive vers la Terre. Pas tous les jours, mais en période de maximum d'activité, c'est au moins une fois par semaine. Alors ce qui se passe, et ce qui se passe de plus joli lorsque le Soleil fait une éruption, donc un flash, qui est accompagné d'une éjection de masse coronale, ici on a une vue d'artiste, eh bien c'est que ce nuage de gaz qui est magnétisé se propage dans le milieu interplanétaire et va venir frapper le bouclier magnétique de la Terre,
va faire des phénomènes d'induction électromagnétique, va engendrer des champs électriques et des courants dans l'espace, au voisinage de la Terre, et ces courants vont accélérer à leur tour des particules et qui vont venir précipiter vers les pôles et former les aurores. Je repasse l'animation. Donc ce qui va se passer, c'est que l'éjection de masse coronale va venir frapper le bouclier magnétique terrestre, qui va s'allonger en arrière, un peu comme la traînée d'un navire qui s'allonge lorsqu'il y a une grosse vague qui arrive. Et dans cette traînée, puisqu'elle est magnétisée, on a des champs électriques qui apparaissent, qui vont accélérer des particules, qui vont venir glisser le long des lignes de force vers les pôles et qui vont venir frapper l'atmosphère terrestre et former les aurores. Ces aurores, on peut les voir depuis le sol, mais aussi on peut les voir depuis l'espace, plusieurs fois par jour, lorsqu'on est par exemple dans la Station spatiale internationale. Ici, c'est une image donc, de l'ISS. Et on peut voir les aurores polaires qui sont donc essentiellement vertes. Parfois, on voit aussi du rouge, qui sont en fait des émissions spontanées de désexcitation de l'oxygène atomique, qui n'est pas présent au ras des pâquerettes, là où nous on vit, mais il y en a beaucoup là-haut, de l'oxygène atomique, qui lorsqu'il est frappé par un électron, eh bien, envoie cette lumière verte ou parfois rouge. Alors tout ça c'est bien joli, mais si c'était que ça, ce serait trop facile. Malheureusement, il y a des effets un peu plus néfastes sur l'environnement terrestre. Alors il y a 3 types d'effets aux éruptions solaires sur l'environnement terrestre. Alors, il y en a plein là qui sont dessinés sur la petite image bleue, et j'ai essayé de les résumer en 3 grandes familles. La première, c'est les particules qui viennent du Soleil, qui viennent taper les satellites, soit les panneaux solaires qui alimentent les satellites en énergie, soit les satellites eux-mêmes. Dans le meilleur des cas, il ne se passe rien. Dans des cas intermédiaires, ces particules entraînent une charge électrique du satellite qui, à un moment donné, va se décharger en créant un arc électrique et qui peut endommager le satellite. Puis dans le pire des cas, vous avez soit une décharge électrique soudaine qui est liée à l'impact du proton ou de l'électron qui va faire croire au satellite que son ordinateur de bord lui a envoyé une commande, par exemple, « Oulala, il faut que tu descendes de 100 km d'altitude là parce que tu n'es pas au bon endroit ». Le satellite se prend une particule, bip, l'ordinateur de bord se dit « Ah, il faut que je descende » et le satellite descend et hop, c'est fini, il est foutu. Autre cas catastrophe, la particule vient détruire de manière irrémédiable un composant électronique, une soudure, et c'est foutu, le satellite n'est plus alimenté, ou alors les commandes ne passent plus, et vous avez perdu quelques dizaines, quelques centaines de millions d'euros. C'est embêtant. En tout cas, c'est surtout coûteux. Deuxième effet, qui est encore lié au satellite, en fait, c'est au niveau des aurores, vous avez des courants électriques qui sont présents, et ces courants, en fait, créent des phénomènes dont l'un d'entre eux, c'est de perturber les communications entre le sol et les satellites, parce qu'on change la nature de l'ionosphère, qui est donc cette couche de l'atmosphère qui est très haute au-dessus de là où on vit. L'ionosphère est donc perturbée soit par les courants des aurores, soit par aussi le flux lumineux solaire. Et donc on perd communication avec les satellites. Alors ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant si vous comptez sur votre satellite pour vous rendre d'un point A à un point B. Ça peut être embêtant pour les opérations militaires, s'ils comptent sur leur satellite pour leur travail. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ce qui peut être de plus grave, heureusement qui est très rare, c'est l'induction de courants électriques dans l'ionosphère qui, à leur tour, induisent des courants au niveau du sol qui, à leur tour, réinduisent des courants dans les lignes à haute tension. Ça arrive finalement assez fréquemment lorsqu'on a une éjection de masse coronale qui vient frapper la magnétosphère terrestre. On a donc des variations du champ magnétique dans la magnétosphère qui induisent des courants et par cascade qui induisent des courants jusque dans les lignes à haute tension. Il y a eu des cas catastrophiques, en tout cas très embêtants. Notamment, là, ce qu'on voit sur les petites images qui sont en bas à gauche, c'est des images de transformateurs qui ont été complètement grillés au Québec. C'est la fameuse éruption de 1989 qui a plongé le Québec dans le noir pendant 9 heures. Alors, c'est rarissime. C'est aussi arrivé en 2003. Il y a, je ne sais plus quel pays scandinave, qui a aussi été privé d'électricité pendant 1 heure. Mais c'est pas plus grave que ça. En tout cas, jusqu'à présent, ça n'a jamais été. Alors, les particules énergétiques solaires, quand même, ça coûte cher. Ici, vous avez une brève compilation de quelques pertes de satellites ou de dommages de satellites avec les coûts à côté. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns quand même, ça a fait mal. Les assureurs sont très intéressés d'ailleurs par la physique solaire maintenant. Mais ce n'est pas un problème pour nous en tant qu'êtres humains. C'est un problème par contre pour les coûts et pour les opérations de nos satellites.
Ce qui peut être donc plus embêtant, c'est les pattes de courant qui sont dues à ces courants géomagnétiquement induits. Si on regarde cet événement de mars 89, avec ce pic de l'éruption solaire, donc oui, le 10 mars, quelques jours après, l'éjection de masse coronale arrive sur Terre et crée de très fortes variations, très brutales et très intenses du champ géomagnétique. Alors on voit que ces variations sont intenses. Bon, il faut quand même les comparer au champ géomagnétique moyen, et on voit que c'est moins d'1% du champ géomagnétique moyen. Donc c'est pas ça qui va vous foutre en l'air vos boussoles, mais c'est important dans le sens où ça peut engendrer des courants électriques, et c'est ce qui s'est passé, même si cette amplitude est finalement faible, elle est quand même brutale, et ça a créé des problèmes. Les problèmes étant, donc au Québec, blackout pendant 9 heures, au mois de mars, hein, c'est ça, donc il fait quand même pas très chaud, au mois de mars au Québec. Et puis aux USA, il n'y a pas eu de grand blackout, mais ils ont constaté des pannes ou des malfonctions sur environ 200 transformateurs. Donc, comme je vous ai dit, c'est le pire événement qui soit arrivé, en tout cas de mémoire, d'hommes, mais il peut y en avoir d'autres, et il y en a eu d'autres. C'est donc pour ça que s'est développée cette branche appliquée de la physique solaire, ou de la physique héliosphérique en général, qui est la météorologie de l'espace. La raison, c'est parce que le lien causal entre l'activité solaire et des problèmes sur le lancement des fusées, ou sur l'usure ou la communication avec les satellites, ou bien aussi sur les flux de radiation qu'on peut se prendre dans des vols transpolaires, ou avec les réseaux électriques de haute latitude et les blackouts, c'est des choses qui sont identifiées maintenant. Ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est identifié, mais maintenant on le sait. C'est établi pour les événements solaires, en tout cas les plus intenses, qui heureusement aussi sont les plus rares. C'est encore en cours d'étude par des gens qui font des recherches appliquées pour savoir si les événements solaires qui sont moins importants en énergie, mais qui sont finalement plus fréquents, ont aussi ou non un impact sur l'environnement spatial de la Terre. Ce n'est pas encore complètement tranché. Il y a quand même un problème qui, lui, est sérieux, c'est pour les missions spatiales qui sortent de la magnétosphère terrestre, notamment les projets de retour sur la Lune ou voire Mars. Alors, quand on lit la littérature sur le sujet, on se rend compte que c'est pas bien sûr, on ne sait pas à quel point c'est grave ou pas. Les plus catastrophiques disent que si on a des astronautes qui sont en dehors, en sortie extravéhiculaire au moment d'une éruption solaire et qui se prennent les flux de protons et d'électrons, ils risquent de subir une dose de radiation qui les tuerait. Certains disent oui, mais s'ils sont dans leur vaisseau spatial, rien que ça les protégera, ce ne sera donc pas dramatique. C'est à l'étude, et c'est un des grands problèmes de l'exploration spatiale. On n'en parle pas beaucoup, on parle toujours du problème de l'isolement, de vivre pendant des semaines dans une boîte de conserve à 3 ou à 4. Il y a celui-là aussi, et c'est un problème de vie ou de mort. Donc c'est une des raisons pour laquelle les pays qui s'intéressent à renvoyer des hommes dans l'espace continuent à soutenir les recherches en physique solaire, parce qu'ils savent que c'est important. Mais aujourd'hui, force nous est de constater que les prévisions ne sont pas bonnes. Les prévisions qu'on fait restent tardives. En gros, on peut prédire les choses juste avant qu'elles se déclenchent, ou même juste après, puis on dit « ah, ça s'est déclenché au Soleil, ça va donc arriver à la Terre en tant de temps ». Mais prédire une éruption une semaine à l'avance, on ne sait pas faire. Et puis de toute façon, les prévisions qui sont faites sont empiriques. Aujourd'hui, on se base sur les observations, on sait que tel type de tâche a peut-être tant de pourcents de faire des éruptions. Donc c'est des statistiques, c'est un peu laborieux, ça marche plus ou moins, mais on n'est pas du tout au niveau de ce que fait par exemple Météo France avec des gros calculateurs numériques pour faire des gros calculs et faire des prévisions basées sur de la physique. On n'en est pas là. Il faut encore faire de la recherche fondamentale en amont pour ça. La météorologie de l'espace n'est pas mûre pour produire des prévisions opérationnelles demain. C'est pour ça qu'on travaille dessus encore. Alors, un sujet qui intéresse beaucoup, c'est les super-éruptions. Quelle catastrophe les super-éruptions, et qu'est-ce que ça peut nous faire à nous? Est-ce qu'on va avoir une éruption solaire gigantesque qui va nous détruire notre civilisation? On a beaucoup entendu parler de ça avec la fin du monde l'année dernière. Et malheureusement, certains rapports d'agences très sérieuses, comme le NRC, la FEMA, qui est l'agence des catastrophes aux États-Unis, où une des sociétés royales de Grande-Bretagne se sont penchées sur la question et ont pondu des rapports qui contiennent des choses un peu alarmistes et qui, quand on les compile, peuvent amener vraiment à des choses un peu graves. Là, si vous regardez le petit tableau que je vous ai mis là,
si vous avez plusieurs centaines de transformateurs qui sont détruits, encore une fois, c'est jamais arrivé, mais si ça arrivait, eh ben, on pourrait avoir un temps de réparation qui est gigantesque, parce qu'on sait que les transformateurs, c'est très long à réparer ou à remplacer. On n'en a pas en réserve, ça coûte une fortune. Et donc, ça peut mettre des mois à réparer, ou alors voire des années. Ça coûterait des milliards ou des billiards ou je ne sais quel chiffre de dollars ou d'euros, comme vous voulez. Et donc, c'est le retour à l'âge de pierre pendant 10 ans. C'est comme ça qu'on peut vaguement le lire dans certains rapports. Ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est comme ça que c'est interprété parfois. Bon, alors qu'en est-il? En fait, il faut les lire, ces rapports. D'abord, les chapitres qui sont vraiment catastrophiques sont très courts. C'est un paragraphe dans un rapport de 30 pages. Ensuite, ces chapitres traitent des conséquences et des coûts liés à des pannes généralisées qui pourraient faire suite à des super événements, des super éruptions solaires, mais qui n'ont jamais été directement observés, ni au Soleil, ni dans l'environnement terrestre, et qui parfois aussi se basent sur un seul événement, qui était la première éruption solaire qu'on ait observée, qui était en 1859, qu'on sait être un événement particulièrement intense, mais qu'on a très mal observé, parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était les rayons X, les particules élémentaires, c'était pas terrible non plus, on ne connaissait pas les éjections de masse coronale, c'était quand même les tout débuts de l'astronomie moderne. Donc on sait que c'est intense, mais on ne sait pas à quel point. Les pessimistes disent « Ah c'était très intense », et puis les optimistes disent « Ouf, il n'y a pas de raison que ça soit vraiment plus intense que les 10 autres qu'on a vus depuis ». Alors jusqu'ici, les pessimistes disaient « Oui, mais on voit dans les traces des carottes de glace qu'il y a des isotopes qui sont la trace de rayons cosmiques, notamment produits par les éruptions solaires, qui nous indiquent que cet événement de 1859, c'était une super méga éruption comme on n'en a jamais vu, et donc attention, ça peut arriver ». Puis il n'y a pas longtemps, je dis pas longtemps, c'est l'année dernière, il y a un groupe de chercheurs qui s'est rendu compte que lorsqu'ils ont pu avoir accès non pas à une carotte, mais à 14 carottes réparties dans les deux hémisphères, eh ben, il n'y avait que la carotte de départ qui avait cette trace de variation isotopique, et les autres n'en avaient pas. Ce qui a amené beaucoup de monde à se gratter le menton, comme ça, et puis à se dire, finalement, c'est peut-être que cette trace isotopique, ce n'était pas du tout un événement astrophysique, mais c'était un événement de biomasse, de dégradation locale, qui a changé des isotopes, mais c'est tout. Et qui a amené même les gens qui étudient les glaces, du point de vue de l'activité solaire, à repenser les certitudes qu'on pouvait avoir avant sur les traces des éruptions dans les carottes de glace. Donc, ces rapports alarmistes, ils se basent sur des choses qui n'ont jamais été observées, ou sur des choses dont on pensait avant qu'ils étaient particulièrement catastrophiques et qu'on sait maintenant qu'ils ne le sont pas. En tout cas, ils ne sont pas pires que ce qu'on a déjà vu. Donc il faut mesurer tout ça. On peut aussi chercher donc, quelle est la plus forte éruption solaire qu'on n'a jamais observée en essayant d'estimer les énergies des éruptions. Alors c'est ce qu'ont fait des collègues, notamment américains, c'était un groupe international, qui ont observé des éruptions et donc qui ont reporté la distribution des éruptions en énergie en fonction de leur fréquence d'apparition. Vous voyez ici en abscisse, en bas, les énergies des éruptions, donc ici de 10, 24 erg à 10, 30 et quelques erg, et puis ici, donc la fréquence d'apparition des éruptions. Donc en gros, là, de ce côté-là, vous avez des éruptions qui sont très fréquentes, mais à très faible énergie. Et puis quand vous allez de l'autre côté de la distribution, vous avez des éruptions qui sont à très forte énergie, mais beaucoup moins fréquentes. Évidemment, quand c'est moins fréquent, on n'a pas beaucoup de coûts. Donc on ne sait pas à quel point la distribution reste correcte aux très hautes énergies. Ça a amené des gens à faire des extrapolations, à se dire « Ah on voit qu'il y a une droite là qui passe ». Donc on peut dire « on n'a peut-être jamais vu d'éruption à 10 puissance 50 erg, mais si on suit la droite, on peut calculer la fréquence d'apparition. Alors, selon que l'énergie que vous voulez prendre, c'est une tous les 100 ans, une tous les 1000 ans, puis vous trouvez ça dans la presse. Ah, on sait que les éruptions comme ça, c'est tous les 1000 ans. Non, c'est en continuant, en extrapolant une courbe qu'on sait être valable sur une certaine gamme d'énergie, mais on n'en sait rien après. D'ailleurs, on sait que pour les éruptions de plus faible énergie, la courbe n'est plus bonne. Donc pour les fortes énergies, on peut se demander. Jusqu'ici, on n'a jamais vu d'éruption qui soit plus grande que 10 puissance 33 erg, ou dans une unité plus commune, 10 puissance 26 joules. C'était l'éruption donc du 4 novembre 2003, juste après l'éruption qui a fait toute la neige que je vous ai montré tout à l'heure.
Alors on cherche à savoir quand même de manière théorique si on peut quand même avoir des éruptions plus intenses que ça. C'est jamais arrivé, il n'y a vraisemblablement aucune chance que ça arrive, mais on peut quand même essayer de se poser des questions théoriques. Alors, je vais le faire assez rapidement. Eh bien, on va chercher dans les archives des observations des taches solaires, comme celle qu'on a à l'Observatoire de Paris, qui existe ailleurs dans le monde, et puis on reprend nos modèles numériques d'éruptions solaires dans lesquels on peut faire des diagnostics, notamment d'énergie, quelle est l'énergie qu'il y a présente dans notre modèle, et puis on peut mettre notre modèle à l'échelle de petites taches, de grandes taches, et comme ça paramétrer notre modèle en fonction des quantités physiques. C'est ce qui est fait là. Alors ce qui est représenté sur le graphique, ce qui est représenté ici, donc c'est on calcule l'énergie des éruptions, ici avec des taches solaires qui seraient de très très faible intensité magnétique, des taches solaires de très forte intensité magnétique à droite. La valeur qui est ici c'est 3500 Gauss, ou 0,35 Tesla, qui est l'unité internationale. C'est les tâches les plus intenses qu'on ait jamais vues. Et on sait, pour des raisons théoriques, que c'est très difficile d'en avoir des plus intenses. Puis si on reporte, cette fois de ce côté-là, la taille des tâches, soit en taille de tâche, soit en surface que les tâches occupent sur la surface solaire, eh ben on peut comme ça trouver, en utilisant donc, les plus grandes tâches jamais observées, les plus grandes valeurs de champ magnétique jamais observées, avoir une énergie maximale donnée par le modèle. Et cette énergie, elle correspond à 6 fois l'énergie du plus grand événement qu'on ait jamais vu. Ça veut dire a priori qu'on peut avoir des choses plus importantes. C'est vrai. C'est pas non plus 10 fois ou 100 fois ou 1000 fois plus important, ce qui serait vraiment nécessaire à créer des courants géomagnétiquement induits qui vous feraient péter tout le système électrique du monde et les refroidissements des centrales atomiques et je ne sais quelle autre catastrophe que vous avez pu lire dans la presse ou sur Internet sur le sujet. Pour ça, il faudra des événements 100 fois plus énergétiques, 1000 fois plus énergétiques que ça. Et d'ailleurs, si on prend ce modèle et qu'on le met à l'échelle de ce fameux événement du 4 novembre 2003, on trouve une énergie qui fait 1,3 10 26 joules au lieu des 10 26 joules qui ont été estimés par les observations. On se dit qu'on n'est pas trop mauvais sur ce coup-là. Ça peut être pire en astrophysique, hein, on n'est pas à l'abri d'un facteur 2 d'erreur, parfois même à l'exposant. Bon, des super-éruptions, dans quel cas on pourrait quand même en avoir? Faisons du travail hypothétique. Si cette fois on met le modèle à l'échelle non pas des plus grosses tâches observées, mais qu'on y incorpore tout le flux magnétique qui est présent à la surface du Soleil en disant que on prend le flux magnétique des deux pôles du Soleil, on prend le flux magnétique de toutes les tâches au maximum d'activité solaire, et hop, on met tout ça ensemble dans une seule grosse paire de tâches, et voyons ce que ça donne. Alors c'est l'image qui est ici. Ici vous avez le flux magnétique dit non signé, c'est-à-dire qui est la somme du flux positif et du flux négatif, qui est présent sur le Soleil au maximum d'activité. Vous avez donc ici 10 fois 10 puissance 23 Maxwell. Et donc si vous voulez le flux magnétique d'une seule tâche, ce qui est la grandeur qui est prise dans le modèle, il faut en prendre la moitié. Donc 5 fois 10 puissance 23 Maxwell. C'est ce qu'on va prendre ici. En admettant qu'on puisse concentrer donc tout ça, on prend 5 10 puissance 23 Maxwell et on le reporte sur notre graphique d'énergie. Et on se rend compte que ça fait des énergies qui font 10 puissance 28 joules ou 10 puissance 35 erg. Alors là, oui, là, si on a une éruption comme ça fera très mal à nos systèmes électriques. Mais est-ce que ça peut vraiment arriver? En fait, si on remet tout ça à l'échelle et qu'on fait ça de manière visuelle et non pas juste des chiffres et des tableaux un peu arides, voyez à quoi devrait ressembler le Soleil pour donc 10 puissance 35 erg. C'est pas les plus grosses, hein, c'est celles-ci. C'est des taches solaires comme ça. Et on sait que lorsqu'on a une éruption solaire, il n'y a qu'une fraction des taches solaires dans un groupe de taches qui participent à une éruption. Ce qui veut dire que si vous avez une éruption de 10 puissance 35 erg, c'est pas seulement ça, mais c'est ça au moins 2 fois ou au moins 3 fois. Ça fait un soleil avec des gros yeux comme un smiley. C'est très joli, mais c'est jamais arrivé. Si c'était arrivé, les hommes l'auraient vu à l'œil nu depuis l'Antiquité. Ça aurait fait des choses tellement grosses et noires à la surface du Soleil qu'on l'aurait vu à l'œil nu. On peut voir, je connais un collègue astrophysicien qui a vu les taches d'octobre 2003 à l'œil nu au travers des nuages. Ne le faites jamais, il faut être astrophysicien pour faire ça, mais on peut.
Alors imaginez des choses comme ça, on les verrait quasiment tout le temps, au moindre nuage ou au moindre coucher de soleil, on l'aurait vu, ça aurait été marqué quelque part depuis que l'écriture existe, or on ne l'a jamais vu. Une raison aussi pour laquelle on ne l'a jamais vu, c'est qu'il faudrait que toute l'énergie magnétique du soleil se concentre en un seul point. C'est un peu comme si vous imaginez que tous les vents de la Terre puissent former une méga tornade au-dessus de Paris. D'accord ? On peut calculer ça, on peut calculer l'énergie que ça, n'empêche que c'est impossible, il ne faut pas délirer. Donc si je reviens à ma diapositive sur la météorologie de l'espace, on peut quand même exclure que les super-éruptions qui pourraient conduire à un effondrement de la civilisation vont avoir lieu. C'est extrêmement peu probable, c'est même quasiment inconcevable du point de vue physique. Ce n'est pas seulement le fait que ça n'a jamais été observé, c'est inconcevable du point de vue physique. Alors il y a un petit bémol, c'est qu'il y a eu une équipe de chercheurs japonais qui pensent avoir vu des super-éruptions sur des étoiles de type solaire. Mais enfin bon, c'est des points, on ne voit pas l'étoile, les choses qu'on en déduit sont quand même approximatives, les pics de luminosité qu'ils voient, on ne sait pas si c'est vraiment des éruptions stellaires ou si ce sont des rayons cosmiques qui viennent frapper le détecteur, mais il commence, c'est la première fois, ça date de l'année dernière, c'est la première fois qu'un groupe sérieux d'astrophysiciens s'est dit que si des étoiles de type solaire peuvent faire des super-éruptions, peut-être que le Soleil pourrait en faire. Mais on ne sait pas si les conditions qui règnent à l'intérieur de ces étoiles sont les mêmes que celles sur le Soleil. On ne sait pas si ce qu'ils ont détecté, c'est vraiment des super-éruptions ou si c'est autre chose. Donc ça reste très, très, très hypothétique. Et si on retire cette conjecture et qu'on en revient aux chiffres, on se rend compte qu'il n'y a tout simplement pas assez d'énergie dans un groupe de taches solaires pour produire une super-éruption. Et que s'il y a assez d'énergie au niveau du Soleil complet, il n'y a aucune chance que toute cette énergie réussisse à se concentrer en un seul point. Donc autant la motivation pour la météorologie de l'espace reste d'actualité, surtout pour des raisons de coût, surtout pour les problèmes des satellites et pour les problèmes des astronautes, autant les problèmes dus au courant géomagnétiquement induit ne semblent pas être la préoccupation principale des effets du Soleil sur notre environnement terrestre. Je vais juste finir par vous laisser bénéficier de cette éruption qui a eu lieu vendredi dernier. Rappelez-vous, vous étiez vendredi dernier à 7h30 du soir. Si vous étiez en train de rentrer chez vous, en train de prendre un apéritif, en train d'aller voir des amis, en train de partir en week-end, à ce moment-là, le Soleil a fait une éruption qui était de classe M 1,4. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais ça faisait longtemps déjà qu'on n'avait pas eu une éruption aussi intense. Et la raison est que le cycle d'activité actuel n'est pas très marqué, comme on l'a vu au début de cette conférence. Donc les chances d'avoir des éruptions vraiment intenses ne sont pas grandes. Et finalement, la dernière éruption de classe X associée à une éjection de masse coronale qui a eu lieu est celle du 12 juillet 2012, que je vous ai montré tout à l'heure, il y a presque un an. Donc actuellement, le Soleil est relativement calme. Et il faut vraiment les chercher, les éruptions. Voilà, merci. Bonsoir et merci pour l'exposé. J'avais deux questions à vous poser. La première, c'est la validation d'une information qu'on m'avait donnée lors d'une conférence. Je voudrais vérifier si elle est vraie. J'ai plus ou moins entendu dire que la température à l'extérieur du Soleil est plus chaude, plus élevée qu'à l'intérieur. Est-ce vrai ? Et la deuxième question, moi je demande à valider. Et la deuxième question, je voulais savoir s'il était possible d'observer à des altitudes négatives ce qui se passe à l'intérieur du Soleil en fait. Et de manière, en me disant, en caressant l'espoir que c'est moins chaotique qu'à la surface et donc plus prévisible. Voilà, c'est une question entre guillemets, c'est une supposition. Merci. Alors première question et première réponse, l'atmosphère solaire, la couronne est à 2 millions de degrés et donc bien plus chaude que la surface qui est à 6000 degrés. Mais le cœur solaire, là où il y a les réactions nucléaires qui font briller notre étoile, lui est plus chaud que la couronne. Donc en fait la courbe de température décroît lorsqu'on s'éloigne du centre de l'étoile jusqu'à arriver à la surface. Et juste au-dessus de la surface, ça remonte, mais ça ne remonte pas aussi haut que le cœur solaire. Deuxième question. Ce que vous dites s'appelle l'héliosismologie.
C'est une discipline qui cherche à donc mesurer les variations de lumière qu'il y a à la surface de l'étoile pour aller sonder les couches profondes modulo des modèles de propagation d'ondes sonores à l'intérieur de l'étoile. Alors c'est de la sismologie, mais ce n'est pas comme la Terre, on ne peut pas aller mettre des sismographes à la surface de l'étoile. Donc ce qu'on fait, ce qu'on mesure, ce n'est pas des variations d'altitude avec des sismographes, mais c'est des variations d'altitude ou de luminosité avec de la lumière et de la spectroscopie. Et comme ça, on arrive à sonder plus ou moins profond, selon les méthodes, sous la surface. On a eu un cas, enfin les gens qui font ça ont eu un cas de détection, on va dire à peu près clair, d'une région active avant qu'elle émerge. Donc c'est-à-dire d'un groupe de tâches avant qu'il émerge, on a vu une signature sous la surface qui était certes pas très turbulent, mais c'est parce que cette technique ne permet pas du tout d'avoir une qualité d'image bonne, c'est très flou, c'est très patatoïdal, et il n'y a eu qu'un cas. C'est un grand problème et on se pose la question de où sont les limitations et pourquoi on ne réussit pas à le voir sur d'autres cas. Ça fait partie encore de la recherche et c'est une des voies qu'on cherche à explorer pour voir l'apparition des régions actives, donc des sources des éruptions, avant qu'elles n'émergent. Mais ça reste encore très incertain. Et donc, a priori, ça serait moins chaotique en profondeur ? Ça, c'est pas du tout évident parce que si on est beaucoup plus dense en profondeur, en fait, on est aussi, les effets magnétiques sont moins forts. Or, les effets magnétiques ont tendance à finalement à limiter ce que vous appelez le chaos ou la turbulence, parce que le champ magnétique se comporte comme des élastiques. Donc, dès que vous le déformez par de la turbulence, il cherche sans arrêt à se remettre droit. C'est pour ça qu'on a des boucles à peu près régulières. Alors que quand vous êtes en profondeur, l'énergie du gaz, l'énergie thermique ou l'énergie interne en thermodynamique, est plus importante que l'énergie magnétique. Et donc vous avez des volutes, comme avec de la fumée qui s'élève au-dessus d'un feu. Et là, par contre, on s'attend à ce que ça soit extrêmement turbulent. Donc c'est pas du tout évident que ça soit plus lisse. J'ai une question ici. Merci. Bonsoir. Oui, les énergies émises par le Soleil sont astronomiques, c'est cas de le dire. Peut-on imaginer dans le futur un ou des dispositifs qui seraient, supposons, satellisés au-delà de la magnétosphère et qui seraient capables, aptes à capter, à transformer ces énergies et bien sûr les renvoyer vers notre Terre? Ce serait sûrement très bien. À mon avis, si vous avez une idée, vous serez sûrement embauché au CNRS demain. Ce serait bien, effectivement, mais il y a plein d'autres phénomènes naturels comme ça qui ont des énergies gigantesques. Prenez un raz-de-marée, un volcan, c'est des énergies phénoménales. Si on pouvait convertir ça en énergie électrique, par exemple, soudain on aurait moins besoin de nucléaire ou de charbon. Le problème, c'est pas le manque d'énergie, le problème c'est de savoir l'utiliser, le capter, le stocker, le redistribuer, comme vous dites. C'est le cas de l'énergie lumineuse, improprement appelée énergie solaire d'ailleurs, qui ne veut pas dire grand-chose. Donc le flux lumineux que le Soleil nous envoie, qu'on peut capter avec des cellules photovoltaïques, c'est d'une efficacité limitée et c'est un problème technologique. Déjà, si un jour on arrive à faire à exploiter cette énergie-là, l'énergie lumineuse du Soleil, ce sera déjà sûrement un grand pas en avant. Moi, j'ai une question à vous poser. Bon, au centre, c'est 15 millions de degrés à peu près. Ensuite, ça décroît. Et ensuite, il y a le chauffage de la couronne solaire. Pendant très longtemps, il y avait plusieurs théories en concurrence pour expliquer comment se fait-il que la température augmente à nouveau. Quelle est maintenant la théorie la plus communément acceptée, le mécanisme qui fait qu'il y a un chauffage de la couronne? On pense qu'il y a plusieurs chauffages qui sont à l'œuvre selon les régions. Parce que les régions différentes du Soleil ne vont pas être de même nature magnétique. On va avoir des régions de Soleil calme où les champs magnétiques sont faibles et où les boucles vont être très grandes, et les régions actives avec les taches où le champ magnétique est très fort et les boucles plus petites. Et on sait que les effets qu'on connaît maintenant, en théorie, ne sont pas dominants de la même manière selon les régions. Alors on pense que dans les régions actives, ce qui va dominer, c'est de la turbulence qui va créer des minces feuillets de courant électrique qui vont se dissiper par effet Joule. De la même manière que dans une lampe à incandescence, quand on allume le courant, ça chauffe, parce qu'on a du courant qui passe dedans. On pense que c'est la même chose dans les régions actives. Dans les boucles à beaucoup plus grande échelle, on pense que c'est des phénomènes ondulatoires où on a des ondes dites magnéto-acoustiques. Donc ce n'est pas juste des ondes sonores, c'est des ondes qui sont mélangées entre la pression du gaz et le champ magnétique, qui se couplent entre elles,
et qui peuvent déposer leur énergie dans la matière. Et selon qu'on soit à basse altitude ou à haute altitude, on va déposer cette énergie soit de manière collisionnelle, soit de manière non collisionnelle par des interactions à grande distance entre les espèces chargées. Donc voilà où on en est. Dans tous les cas, c'est une dissipation d'énergie magnétique, ça on en est sûr maintenant. C'est une dissipation de l'énergie magnétique, c'est elle qui domine, c'est elle qui chauffe, il n'y a que là qui a assez d'énergie pour chauffer. Les questions que se posent les spécialistes du chauffage de la couronne maintenant, c'est plus précisément quel va être l'effet dominant et sous quelle forme il se manifeste de manière préférentielle. Et effectivement, s'il n'y avait pas de champ magnétique, la couronne solaire ne serait pas chaude. D'ailleurs, les étoiles qui n'ont pas de champ magnétique de surface n'ont pas de couronne chaude. Alors que toutes les étoiles qui ont des mouvements de convection et des champs magnétiques de surface ont une couronne chaude qu'on peut voir en les regardant en rayons X par exemple. Ces étoiles sont très émissives en rayons X. Et l'extension de la couronne? On baigne dedans. On baigne dedans. Question très simple. Lorsque des lignes de force de champ magnétique se reconnectent ou se déconnectent, il doit se produire, à mon sens, un phénomène extrêmement simple. Il s'agit d'un pic d'intensité d'une onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique ensuite diminue et s'amortit, comme dans tous ces systèmes électriques de ce genre. C'est le cas. C'est le cas. C'est bien ce qui me semblait. C'est le cas. Il y a deux types d'ondes qui sont liées au champ magnétique. Dans ce cas-là, il y en a une qui est une onde magnéto-acoustique, donc qui ne sera pas de la lumière. Le champ magnétique peut faire des ondes qui affectent le fluide et non pas la lumière. Et c'est ce qui fait que ces boucles qui viennent de se former se contractent et puis après s'arrêtent une fois qu'elles ont atteint leur équilibre. Donc cette onde fait que la boucle se contracte et puis après il ne se passe plus rien. Et l'autre type de phénomène, c'est qu'on chauffe la matière. Là, c'est de manière indirecte. On chauffe la matière qui se met à émettre de la lumière, donc des ondes électromagnétiques. Mais ce n'est pas les variations brutales du champ magnétique lors de cette brisure des lignes de force qui créent la lumière directement. Tout à fait. Mais autrement, oui, vous avez raison. Ce que vous nous dites là, c'est donc pour le Soleil, une étoile de type G. Est-ce qu'on peut en déduire que ce serait la même chose pour des étoiles extrasolaires de la même catégorie? Et est-ce qu'on en a des preuves? Ou est-ce que c'est trop loin pour être étudié aussi précisément? Je pense à Corot un peu. J'ai envie de vous répondre les deux. C'est trop loin pour être étudié aussi précisément, c'est clair, on ne peut pas faire d'images. On commence à faire des sortes de reconstructions d'images de surface par des techniques qui s'appellent des techniques d'imagerie Doppler, où on peut même mesurer, modulo des modèles, des champs magnétiques en faisant des techniques d'imagerie Doppler-Zeeman. Ça reste difficile et ça reste limité à des rotateurs très rapides, donc pas des étoiles qui tournent aussi lentement que le Soleil. Cela dit, les modèles de structure interne des étoiles sont quand même assez avancés et le sont suffisamment pour savoir que pour qu'une étoile soit magnétiquement active, il faut qu'il y ait une zone convective sous la surface. C'est la condition nécessaire pour qu'un effet dynamo ait lieu et que donc on ait ces champs magnétiques qui s'enroulent, qui fassent des hernies, qui sortent et qui fassent des éruptions. Et effectivement, à ma connaissance, toutes les étoiles qui ont la taille qui leur permet d'avoir une zone convective de surface, ce qui n'est pas limité aux étoiles de type solaire, il y en a d'autres, ont une activité magnétique, plus ou moins intense. Alors il semble aussi que plus l'étoile tourne vite, plus son activité est forte. On a des super éruptions stellaires qui sont bien établies pour des rotateurs rapides. La seule tache d'encre dans cette belle image est ce résultat des Japonais qui pensent avoir vu des super éruptions dans des rotateurs lents de type solaire. Jusqu'ici, personne d'autre ne l'a vu. Ils ont vu ça avec Kepler, qui est un instrument qui vise aussi l'étude des étoiles et de la photométrie et de la variation de la luminosité des étoiles. Il y a un groupe américain qui a aussi étudié Kepler, celui dont j'ai montré les résultats sur l'énergie maximale des éruptions, et eux n'en ont pas vu d'événements comme ça. Donc sur cet aspect-là, le sujet reste ouvert. Sinon, pour les autres étoiles, il y a quand même pas mal de choses qui sont sûres. Au cours des temps géologiques, le champ magnétique de la Terre s'est inversé. On pense qu'il s'est même annulé par moment. Que se passerait-il si ça se passait actuellement, puisqu'il diminue en ce moment un peu? Le champ géomagnétique évolue au cours du temps. Je ne me rappelle plus précisément des périodes de renversement. Je me rappelle que c'est des centaines, des milliers d'années ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Une chose que je sais par contre, c'est que quand il s'inverse, il ne s'annule pas pour réapparaître de manière inversée. En fait, d'une certaine manière, il fait comme fait le Soleil, c'est-à-dire qu'il fait apparaître plein de petits points magnétiques partout à la surface de la Terre,
et donc on n'a plus un seul pôle nord, un seul pôle sud, mais on a plein de pôles dans tous les sens. Ce qui donne à la Terre, au champ géomagnétique, non pas un beau champ dipolaire avec 2 oreilles, là, comme ça, mais avec des structures de boucles dans tous les sens, comme ce que je vous ai montré sur le Soleil. Et ça dure quelques milliers d'années. Pendant cette période-là, ça veut dire que l'équivalent des cornets polaires dans lesquels apparaissent les aurores et dans lesquels des particules peuvent précipiter sont plus nombreux que d'habitude. Donc il y a des zones qui peuvent être plus ou moins à risque pour des précipitations de particules, et donc des irradiations accumulées sur plein d'événements. Ce n'est pas une seule éruption solaire qui va vous créer des problèmes, même si vous êtes pile dans le pôle nord ou au pôle sud. Il faut en avoir beaucoup. Donc ça pourrait créer des problèmes pour des habitants qui sont pile à ces endroits-là. Cela dit, ces endroits-là aussi varient en position pendant tout le phénomène du renversement du champ géomagnétique. Donc globalement, il semble qu'il n'y a pas d'annulation complète et donc pas de risque. On peut aussi regarder les extinctions de masse et essayer de les corréler avec les périodes de changement de champ magnétique. Alors on peut trouver des extinctions qui correspondent à une période d'inversion de champ. Il y a eu tellement de périodes d'inversion de champ par rapport au nombre de périodes d'extinction de masse qu'on se dit que ce n'est pas ça le problème. Donc on peut dormir sur nos 2 oreilles. Quant à l'inversion du champ magnétique terrestre, il y en a encore pour des milliers d'années avant qu'il perde sa composante dipolaire principale dans laquelle on vit actuellement. Donc on ne le verra pas. En tout cas, personne ici ne le verra. Non, ma question concerne les étoiles plus petites que le Soleil, de type M par exemple, dont on sait qu'elles sont extrêmement actives aussi, ce qui poserait d'ailleurs des problèmes pour d'éventuelles planètes en zone d'habitabilité. Sait-on pourquoi il y a une activité aussi violente dans ces étoiles par rapport aux étoiles de type solaire? Je ne sais pas. Ça commence à sortir de ce que je connais. Donc je ne peux pas vous répondre. J'imagine que si elles sont convectives et qu'elles tournent vite, c'est 2 ingrédients pour qu'il y ait beaucoup d'activité. Est-ce qu'elles tournent vite? Fortement émettrices de rayons X, etc. Ce sont des étoiles très petites mais désagréables. Enfin. Et des étoiles sur la séquence principale, pas des étoiles en formation. Oui, tout à fait. Parce que les étoiles en formation, elles sont particulièrement violentes. Non, des étoiles... Voilà. Encore des monstres exotiques. Eh bien, merci.